Les lundis de l'histoire ce matin vont vous emmener loin. Loin dans l'espace, loin dans le temps. En effet, nous allons vous présenter et discuter d'un superbe ouvrage qui vient d'être publié sur le Levant antique, sur le Moyen-Orient, à la fin de l'Antiquité, de part et d'autre, de l'apparition de la civilisation chrétienne. Et pour discuter de ce livre et des problèmes qu'il présente et qui expliquent encore une partie de l'histoire si importante et si troublée de cette région, sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire l'auteur Maurice Sartre, professeur à l'université de Tours et à l'Institut universitaire de France, et notre invité Nicole Belaïch, professeur à l'université de Rennes 2, et le titre de ce beau livre, c'est D'Alexandre à Zénobie, Histoire du Levant antique, 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, vous le voyez, un vaste territoire, la longue durée. Maurice Sartre, dans le titre là que je viens de lire, il n'y a pas le mot qui est pourtant pour vous le mot essentiel pour désigner votre objet, qui est la Syrie. Alors, pourquoi la Syrie ? Oui, pour répondre d'abord au premier élément de votre question, pourquoi il n'y a pas le mot Syrie dans le titre ? Je dirais parce que, a priori, le mot Syrie a aujourd'hui, dans l'opinion générale, un sens très réducteur par rapport au sens antique. Mais c'est bien, en effet, une histoire de la Syrie antique que prétend être ce livre, c'est-à-dire de cet espace qui couvre aujourd'hui la totalité des 4 pays du Proche-Orient, Syrie, Liban, Israël et Jordanie, mais avec en plus une petite partie de la Turquie, puisque la capitale historique de la Syrie antique, Antioche, est aujourd'hui en Turquie, une partie de l'Arabie Saoudite, puisque je fais une large place au Hedjaz, et puis le Sinaï. Donc c'est un espace large, et c'est le sens de Syrie antique, avec une petite nuance, il faudrait dire Syrie et Arabie. Car on oppose traditionnellement la Syrie, pays des sédentaires, et l'Arabie, qui est le pays des nomades. C'est ça le sens antique. Mais un des grands intérêts de votre livre, c'est que, en dehors de cet espace, de ces institutions, vous parlez aussi des peuples qui habitent dans cet espace. Et là, nous voyons se présenter à nous, en dehors de tous ceux que l'on peut appeler plus ou moins directement syriens, un certain nombre d'autres peuples bien connus, bien identifiés dans l'histoire, et dont la réunion peut surprendre. Les Juifs, les Araméens et même ces Arabes. Ces Arabes que nous voyons se profiler dans le désert avec les caravanes en nomades, les Juifs autour de la Judée et de la Galilée, et puis ces gens qui donnent à cette région et à ses habitants une de leurs principales langues, l'araméen. Rappelons vite au passage que, presque sûrement, Jésus parlait araméen. Nicole Belaïch, en quoi cette Syrie vous intéresse-t-elle ? C'est-à-dire qu'elle m'intéresse dans la mesure où c'est la Syrie dont vous souhaitez parler. En fait, j'ai l'impression que vous parlez des Syries. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, et pratiquement dans tout l'ouvrage, vous choisissez des formules du style la Syrie proprement dite, et puis bien sûr la Palestine, l'Arabie, etc. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser un tout petit peu ce que vous mettriez derrière la Syrie, ce qui correspondrait à la Syrie dans l'Antiquité, au-delà de l'aspect géographique du terme, et pourquoi en fait on ne peut pas parler de la Syrie dans l'Antiquité ? Oui, d'abord, d'une manière générale, dans l'Antiquité, les auteurs sont très peu sensibles à l'espace géographique et beaucoup plus à un espace ethnographique. Donc c'est aussi une partie de notre gène.
parce que le terme de Syrie s'emploie de façon un petit peu imprécise. Ça, c'est une réalité. Je crois que la différence, celle que j'indiquais tout à l'heure, on pourrait donner le terme de Syrie à tous les gens qui sont des sédentaires. Mais souvent, les Grecs donnent le terme de Syrie pour désigner le pays des gens qui parlent araméen, d'où leur gêne à l'égard de la Phénicie. Et donc, ils distinguent souvent la Phénicie, la zone côtière où théoriquement parle le phénicien, bien que le phénicien disparaisse progressivement à l'époque qui nous intéresse. Et la Syrie, c'est plutôt l'intérieur, mais c'est aussi, bien entendu, la Palestine, Israël d'aujourd'hui, en grande partie. Et ils font la différence entre cet espace syrien, qui du coup est un espace éclaté d'une certaine façon, et qui n'est pas toujours continu, avec l'Arabie, c'est-à-dire le pays des nomades, le pays des non-sédentaires, des pays des pasteurs, des caravaniers, etc., qui n'est pas forcément le pays désertique, et pas uniquement, parce que les choses sont imbriquées. Mais en même temps, ce que disait M. Le Goff sur cette variété de peuples, on voit bien par exemple à Césarée, Césarée de Palestine, sur la côte, donc domaine phénicien, ville grecque, même si elle a une origine phénicienne. Flavius Joseph, l'une des sources que vous utilisez abondamment, et on le comprend pourquoi, nous parle de cette lutte qui préludera à la guerre juive, la première révolte juive, entre Grecs, Syriens ou Gréco-Syriens et Juifs. Donc, même dans l'Antiquité, la distinction se fait jour au fur et à mesure de cette longue durée que vous présentez. Oui, absolument. Mais je crois que c'est dans le fond aussi l'intérêt, enfin ce qui fait l'intérêt d'étudier cet espace qu'on va appeler du Levant ou de la Syrie, comme on voudra, c'est cette imbrication très étroite des peuples et des cultures. Et moi, c'est un des aspects qui m'a paru tout à fait intéressant, les cultures phéniciennes, araméennes, arabes, avec dans la culture araméenne des variantes, j'oublie pas les juifs, bien entendu, et puis cette superposition, ce qui vient se rajouter à partir de la conquête d'Alexandre, c'est-à-dire l'hellénisme. L'hellénisme qui va s'imposer, mais pas seul, qui va s'ajouter, qui ne chasse rien, qui ne supprime rien, et qui part pour une aventure de 1000 ans. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, et c'est peut-être aussi ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que la présence grecque dans cet espace qu'on va appeler syrien pour faire court maintenant, c'est quand même un phénomène de longue durée. Ça dure 1000 ans. C'est pas un épiphénomène de l'histoire. Ce que je trouve intéressant aussi, précisément dans cette thématique de l'hellénisme, c'est que vous arrivez à montrer cette progression de l'hellénisme à travers des domaines où a priori on ne l'attendrait pas. Par exemple, quand vous traitez d'aspects un peu ardus comme les aspects économiques. Oui, mais je crois que toute occupation, toute conquête avec apport d'une population nouvelle, parce que là il y a quand même des Grecs qui sont venus s'installer, des Macédoniens en assez grand nombre, même si j'éviterais d'employer le terme d'aventure coloniale, comme on l'a fait parfois, précisément, mais c'est marqué d'un point de vue historiographique par la grande période de la décolonisation. Donc on voyait tout sous l'œil de la colonisation. Je ne crois pas que ce soit ça, le phénomène. En tout cas, c'est très réducteur. Je crois que donc tout apport de population entraîne des modifications et des modifications profondes. Mais je crois qu'on ne peut les analyser justement dans tous les domaines de l'économie, de la culture, que sur la très longue durée. D'où le choix que j'ai fait, même si ça aboutit évidemment à écrire un livre qui est un petit peu gros, de traiter 6 siècles à la suite. Je voudrais, avant que nous nous lancions avec vous dans cette aventure de l'hellénisation du Levant, que vous fassiez une remarque sur les sources, auxquelles d'ailleurs Nicole Belaïch a fait allusion il y a un instant. Nous savons, nos auditeurs savent, que l'histoire se fait avec des sources, avec des documents. Nous n'insistons pas trop dans cette émission, car ne voulons pas lui donner un caractère érudit, mais il faut savoir que l'histoire d'une époque, d'un pays, dépend en grande partie de ses sources. Et dans ce cas, ces sources ont un caractère original. On y trouve bien entendu les sources littéraires auxquelles vous avez déjà fait allusion, mais il faut souligner, comme vous le faites, l'importance, me semble-t-il, des sources épigraphiques
et archéologique, bien que cette archéologie soit en train de se développer, qu'on puisse attendre encore beaucoup d'elle. Et enfin, au milieu de ces sources objets, si je peux dire, il faut faire une importante mention de la monnaie. La numismatique apporte beaucoup, car nous sommes dans la région qui, si avec la Phénicie, elle a donné à la région et au-delà de la région l'écriture, avec les Grecs, elle leur a donné la monnaie. Alors un mot sur ces sources ? Oui, on ne va pas faire l'inventaire des sources parce que ça serait long et fastidieux, mais je crois qu'il faut dire simplement que l'historien du Proche-Orient est obligé de rester tout le temps conscient, à chaque instant conscient, des lacunes et des déséquilibres énormes de la documentation. Déséquilibre chronologique. On a très peu de sources archéologiques encore pour l'époque hellénistique. Et on est donc là tributaire, et très peu même de sources épigraphiques aussi. On est tributaire très largement des auteurs extérieurs à la Syrie. Et alors on est beaucoup mieux renseigné évidemment sur la Judée au IIe siècle, grâce à la littérature de l'Ancien Testament ou intertestamentaire. Et alors qu'on ne sait rien de l'intérieur. À l'époque impériale, les choses changent, évidemment. Et là, au contraire, on a une surabondante production archéologique et épigraphique pour l'intérieur, y compris pour l'intérieur de la Syrie. Je crois donc qu'il faut être très conscient de déséquilibre. De même que l'on a très peu de sources privées. On n'a pas pour la Syrie cette documentation fantastique que l'on a en Égypte, à savoir les archives privées, les comptabilités. Ça commence, mais là aussi, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer presque il y a 50 ans, apparaissent. Il y a ces fameux papyrus de l'Euphrate qui sont une mine inépuisable, sans parler des manuscrits de la mer Morte. Je ne parle pas simplement de ceux de Qumran qu'on connaît depuis longtemps, mais des archives qu'on a trouvées liées à la révolte de Bar Kokhba et qui nous donnent là des archives privées, des contrats de mariage, des ventes, etc. Donc il y a là une documentation importante. Et je trouve que c'est justement l'un des intérêts de l'ouvrage, c'est que vous nous donnez ces sources, c'est-à-dire que vous les citez, ces sources privées sur lesquelles vous insistez justement, vous les citez et ce sont des sources difficiles à trouver, je dirais, dans un milieu de vulgarisation. Donc je crois que là, pour le lecteur, hein, et en particulier non spécialiste, il y a une mine. Absolument, merci de le signaler. Je voulais dire à nos auditeurs que un des mérites de ce super ouvrage, c'est l'abondance des illustrations, qui sont vraiment des illustrations qui illustrent, qui expliquent, qui montrent, qui font comprendre le texte, et l'abondance des textes ou même des autres documents présentés dans les pages de cet ouvrage. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on se lance dans la Syrie. Nous partons avec Alexandre. En 332, nous sommes victorieux des Perses à Issos, et toute cette région, toute cette Syrie, va tomber entre les mains des Grecs, d'Alexandre d'abord, qui meurt rapidement, comme l'on sait, et de ses successeurs, ceux que l'on appelle les diadoques, et la Syrie se trouve partagée entre les domaines de deux de ses successeurs, mais surtout dans l'un, c'est le domaine des rois séleucides et le domaine des rois lagides, dont le centre de la puissance est en Égypte, mais ce sont les séleucides qui ont recueilli l'essentiel de la Syrie. Et